avons également réalisé la dématérialisation des procédures de sanctions disciplinaires dans le CIDRH de manière à pouvoir vraiment numériser les sanctions et avoir, la mémoire de ces sanctions dans la plateforme de gestion des ressources humaines de l'État. Nous avons ensuite mis en place une plateforme de candidature en ligne au concours des agents de l'État. Après cela, nous avons réalisé également la mise en place d'une interface fichier unique de référence des agents de l'État avec Sonkwe, donc le fichier de la paie au niveau du ministère des Finances en vue de l'automatisation du paiement des salaires. Nous avons également pu réaliser la mise en ligne systématique des actes de carrière. Et à ce titre, depuis 2017, nous avons mis en ligne plus de 120 000 actes de carrière. Nous avons réalisé la réforme qui nous permet, de mettre bout à bout la cessation du paiement des salaires des agents avec le début du paiement de leur pension. Nous avons également amélioré la plateforme de consultation et de téléchargement des actes de carrière et de pension. Donc, lorsque un pensionnaire est intéressé d'avoir des informations sur la manière dont sa pension est liquidée, ou même l'agent de l'État qui veut consulter le déroulement de sa carrière, nous avons une plateforme qui permet à ceux-là donc de se renseigner. Nous avons par ailleurs poursuivi l'application des mesures sociales en faveur de 3100 agents contractuels de l'État admis à la retraite, dont 1086 agents au titre de l'année 2021. Pour les autres, c'est en cours. Il s'agit en fait des mesures sociales au profit de personnes parties précocement à la retraite. C'est un dispositif qui est mis en place et qui permet aux agents de pouvoir, tout proche de leur lieu de travail, télécharger les actes de carrière sans avoir à se déplacer. Ils n'ont pas besoin de venir au ministère du Travail et de la fonction publique. Ils n'ont pas besoin d'aller au niveau de leur ministère de tutelle pour pouvoir entrer en possession de leurs actes de carrière. Même à partir de leur portail, ils peuvent télécharger les actes, comme je l'ai dit tantôt, les obtenir. Mais comme tout le monde n'est pas au parfum des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons installé ce que nous appelons les centres communaux de services publics pour leur permettre de pouvoir télécharger leurs actes. Normalement, nous ambitionnons d'installer un centre communal dans chaque commune. Et au niveau donc de la commune de Tangueta, le centre est fréquenté. Nous recevons les enseignants du primaire et du secondaire, plusieurs usagers qui viennent pour les demandes des actes d'avancement, des actes d'échelon et pour des demandes de reclassement. Donc toutes ces demandes, nous les centralisons et nous les envoyons à travers donc, la plateforme au niveau du centre de service public au ministère, et les réponses tombent et puis les usagers sont vraiment satisfaits. Ça permet aux usagers de WIDA d'avoir des documents en temps réel et de ne pas se déplacer, et ça évite également qu'ils aillent très loin pour s'approprier ou pour avoir de ces documents-là. Le fonctionnaire des douanes est interdit de recourir à des individus extérieurs à l'administration des douanes lors de l'exécution des services, sauf dans les cas prévus par les textes. Le fonctionnaire des douanes, au cas où il bénéficie des prestations d'un indicateur, devra éviter toute mission de ces derniers dans l'exécution des services. Le fonctionnaire des douanes ne doit pas faire recours à quelqu'un qui est extérieur à l'administration de douane. Faites attention au mot « lors de l'exécution du service ». Lors de l'exécution du service. L'agent des douanes n'est pas partout pour savoir tel ou tel usager fait la fraude. Mais c'est l'information qui est travaillée, qui devient renseignement et qui permet aux fonctionnaires des douanes d'arrêter la fraude. C'est grâce à cet individu ou à cette personne qu'on appelle l'indicateur que nous arrivons à le faire. Il y a les indicateurs actifs et les indicateurs passifs. L'indicateur actif, c'est l'indicateur qui accepte de travailler à visage découvert, qui est prêt à donner l'information au vu au su même du fraudeur.
L'indicateur passif, c'est l'indicateur qui veut recourir à l'anonymat, il ne veut pas qu'on le connaisse. C'est lui qu'on appelle un indicateur passif. Supposons un indicateur actif qui donne une information à l'agent des douanes. Et l'agent des douanes prend la fraude. Et c'est l'indicateur là qui commence par dire, on va faire les corps, on va compter, donner les papiers de la douane. En ce moment, il devient clébé. C'est ce qui est interdit par la loi. Mais celui qui dit que je veux vous montrer la fraude, je suis prêt et je vous montre, il n'est pas clébé. Lui, il est un indicateur qu'on appelle indicateur actif. Les gens préfèrent être indicateur passif, c'est à cause des représailles. Sinon, quand tu as l'information et tu veux collaborer avec l'administration des douanes, rien n'interdit. Mais vous savez que dans cette affaire, l'opérateur économique qui sait que c'est tel ou tel qui l'a dénoncé, il peut procéder à des représailles contre cet indicateur. C'est pour ça que dans la plupart du temps, vous voyez les gens qui choisissent être indicateurs passifs. Mais au Bénin, on a des indicateurs actifs où les gens donnent les informations à visage découvert. Mais c'est ceux-là que les usagers appellent clébés. Et parfois, ils vont les convoquer au niveau des commissariats, on les traîne devant la justice. Ceux-là ne sont pas des clébés, ils sont des indicateurs actifs. Une forte délégation du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, représentant ici le président de la Fédération, M. de Chacus Mathurin, pour exprimer toute notre compassion aux blessés et surtout dire comment nous sommes fiers du personnel soignant qui, depuis l'avènement de cet incident, n'a aménagé aucun effort pour être aux côtés, pour la prise en charge justement des personnes, surtout des blessés. Je profite de l'occasion pour dire au nom du président Mathurin de Chacus et de tout son comité exécutif nos justes condoléances aux familles éplorées, puisque dans cet incident, nous déplorons 2 pertes en vies humaines. Nous disons à tout le peuple béninois, au nom des 2 citoyens que nous avons perdus, nous disons nos justes condoléances. Et à ceux qui sont en soins, aussi bien à Ménotin et au CNHU, nous nous organisons pour les accompagner et soutenir les familles. Nous demandons à tous les supporters dont l'équipe nationale a besoin et qui sont des pleins acteurs du football dans notre pays, nous leur demandons de la patience aux abords de nos stades. Nous leur demandons une aide, une meilleure organisation en leur sein. Des plateaux vides, un personnel au chômage technique. Walf TV galère depuis sa suspension pour 30 jours le 1er juin dernier. L'État du Sénégal reproche à cette chaîne privée très critique à son égard la diffusion d'images de violences exposant des mineurs accompagnées de propos subversifs et haineux portant atteinte à la stabilité de l'État lors des récentes émeutes. Le pouvoir politique semble nous montrer, à chaque fois qu'il y a de la tension politique dans ce pays, que Walfadjri dérange. Parce que vous conviendrez avec moi que quand il y a des manifestations violentes au Sénégal, nous faisons de l'information de proximité, nous faisons de l'information générale. Alors, s'il y a des événements comme ça, moi je ne vois pas pourquoi Walfadjri devrait croiser les bras et dire qu'on ne fait pas d'édition spéciale sur ça, qu'on ne fait pas de direct sur ça. Ces véhicules calcinés appartenaient au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI de Dakar. Ils ont été incendiés lors des émeutes de début juin. Cette école de journalisme devient ainsi une victime collatérale de la tension politique qui règne actuellement au Sénégal, tout en symbole. Le groupe Futur Média est une autre victime de l'acharnement contre les journalistes pris entre le marteau du pouvoir et l'enclume de l'opposition. Lors des émeutes de mars 2021, son siège avait été violemment attaqué en raison de la proximité avec le pouvoir de son propriétaire, le chanteur Youssou N'Dour. Chaque jour, il y a des attaques injustifiées, infondées. Et on est obligé de gérer cette situation. Et même, parfois même, ça crée la psychose. Parce que chaque fois, on se dit que peut-être ils vont nous attaquer, peut-être il va se passer quelque chose. Au point qu'on en est arrivé à chaque fois qu'il y a le procès, on est obligé de prendre des mesures, des dispositions, des mesures préventives pour ne pas vivre de représailles. Un sacré coup à la liberté d'expression, violence, incarcération, menaces, les abus contre les journalistes inquiètent.
Mais même si rien ne justifie ces dérives, la presse n'est pas exempte de tout reproche. Il y a beaucoup de dérives aussi de nos côtés. Il faut quand même le reconnaître et le dire. Et ce foisonnement médiatique nous cause beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que dans le code, nous avions mis des garde-fous. Aujourd'hui, on doit pouvoir identifier les entreprises de presse, voir ceux qui font réellement du journalisme, ceux qui font autre chose, qu'ils aillent ailleurs et qu'ils fassent ce qu'ils veulent ailleurs. La dégradation des conditions des journalistes a fait perdre au Sénégal 31 places dans le dernier classement de Reporters sans frontières. Le ministère de la Communication n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, était au Caire dimanche, où il a annoncé la participation financière de son organisation à la crise des réfugiés née de l'instabilité politique au Soudan. Proche du Soudan, l'Égypte a déjà accueilli des milliers de personnes. En quelques jours, plus de 200 000 personnes ont été accueillies en Égypte. Et je dois vous remercier pour cela. Par ailleurs, l'Union européenne fournira une aide immédiate de 20 millions d'euros pour vous aider à faire face à cette nouvelle vague de réfugiés soudanais à votre frontière. Je sais que ce n'est pas suffisant, je sais que vous dépensez beaucoup plus, mais au moins permettez-nous de contribuer un peu pour vous soutenir. L'Égypte et l'Union européenne participent également à la conférence de Genève parrainée par l'Arabie saoudite, dont l'objectif est de dégager des fonds pour financer l'aide humanitaire au Soudan. Aucun pays européen n'accueille autant de réfugiés que l'Égypte, mais nous le faisons dans le cadre de nos engagements internationaux, mais aussi grâce à la position historique de l'Égypte, qui veut toujours accueillir et protéger ses frères. Mais nous avons besoin de la continuité de l'assistance de nos frères, nos pays amis, car en fin de compte, il s'agit d'un intérêt commun. L'Égypte est devenue un pays de destination, et si les choses rencontrent des obstacles, elle redeviendra un pays de transit. Les agences de l'ONU disent ne pas avoir reçu 1/5 des financements dont elles ont besoin pour répondre à l'aide humanitaire au Soudan, ainsi que dans les pays voisins. L'Union européenne et le Kenya ont signé ce lundi à Nairobi un nouvel accord commercial, une étape importante pour Bruxelles qui cherche à approfondir ses liens économiques avec l'Afrique face à la concurrence de la Chine. Le président kényan William Ruto a présidé la cérémonie qui a marqué la fin formelle des négociations. L'accord donnera aux produits kenyans une entrée immédiate en franchise de droit et son quota dans l'Union européenne à partir du jour de son entrée en vigueur. Et en reconnaissance des progrès réalisés tout au long du parcours de développement, les produits de l'Union européenne bénéficieront progressivement de réductions de droits sur une période de 25 ans. Il s'agit du premier accord commercial de grande envergure entre l'Union européenne et un pays africain depuis 2016. Cet accord contient de grandes ambitions en matière de commerce et de développement durable. Il s'agit de l'accord commercial le plus ambitieux que l'Union européenne ait conclu avec un pays africain en matière de protection du climat, de droit du travail et d'égalité des sexes. Cela profitera aux deux parties, nos populations, notre environnement et notre planète. Et soyons clairs, cela profitera également à nos économies. Le commissaire européen au commerce a déclaré que l'accord restait ouvert à l'adhésion d'autres membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui comprend désormais la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Les ministres de l'Intérieur français et allemands, Gérald Darmanin et Nancy Faeser, sont à Tunis pour discuter de l'immigration. Accueillis dans la capitale par leur homologue tunisien Kamel Fekki, les ministres des trois pays touchés par la crise migratoire aborderont notamment des questions liées au renforcement de leur coopération en matière de sécurité. Il s'agira entre autres d'améliorer la communication en termes de partage d'informations ainsi qu'entre les services de renseignement, a déclaré le ministre des Affaires étrangères française Gérald Darmanin.
Autre sujet de réflexion de cette rencontre, la lutte contre l'immigration illégale à laquelle la France souhaite pouvoir apporter une réponse européenne et non plus uniquement nationale. Si la France prêche pour une lutte contre les réseaux de passeurs, l'Allemagne, en accord avec ce point, prône également la promotion des voies de migration légales, notamment via la formation, le travail dans l'Union européenne, ainsi que le renforcement des sauvetages en mer. Depuis le début de l'année 2023, les départs de migrants depuis les côtes tunisiennes ont fortement augmenté. La Commission européenne a annoncé la semaine dernière une aide de 100 millions d'euros à la Tunisie. Les ministres de l'Intérieur français et allemands, Gérald Darmanin et Nancy Faeser, sont à Tunis pour discuter de l'immigration. Accueillis dans la capitale par leur homologue tunisien Kamel Fekki, les ministres des trois pays touchés par la crise migratoire aborderont notamment des questions liées au renforcement de leur coopération en matière de sécurité. Il s'agira entre autres d'améliorer la communication en termes de partage d'informations ainsi qu'entre les services de renseignement, a déclaré le ministre des Affaires étrangères française, Gérald Darmanin. Autre sujet de réflexion de cette rencontre, la lutte contre l'immigration illégale à laquelle la France souhaite pouvoir apporter une réponse européenne et non plus uniquement nationale. Si la France prêche pour une lutte contre les réseaux de passeurs, l'Allemagne, en accord avec ce point, prône également la promotion des voies de migration légales, notamment via la formation, le travail dans l'Union européenne, ainsi que le renforcement des sauvetages en mer. Depuis le début de l'année 2023, les départs de migrants depuis les côtes tunisiennes ont fortement augmenté. La Commission européenne a annoncé la semaine dernière une aide de 100 millions d'euros à la Tunisie. Comme de nombreuses mères dans ce village en Égypte, Sabah a eu la dernière fois des nouvelles de son fils Yahya, 18 ans, quand il a prévu de monter à bord d'un navire de migrants depuis la Libye. Âgé à peine de 18 ans, le jeune homme était à bord d'un vieux chalutier de pêche qui a quitté la ville de Tobrouk le 9 juin. Il y a environ un mois, mon fils s'est approché de moi et m'a dit « Père, je veux voyager ». J'ai refusé, mais une nuit, après m'être endormi, il a demandé 10 livres à sa mère, l'équivalent de 0,32 $ pour passer une nuit avec ses amis. Après, j'ai appris qu'il avait emprunté de l'argent et qu'il s'était rendu en Libye. J'ai contacté les gens là-bas, mais personne ne s'est soucié de moi. Comme de nombreux proches des personnes à bord du bateau de pêche, la famille de Salah ne connaît pas le sort de leur fils, qui a quitté le foyer il y a moins d'un mois. Nous ne savons pas comment le ramener, s'il est vivant ou mort ou disparu. Quel genre de vie est-ce? Nous voulons connaître le sort de notre fils. Soit il revient vivant, que Dieu le protège, soit il revient dans un cercueil. Je veux savoir pour pouvoir supporter ce qui m'arrive. De nombreux jeunes hommes et adolescents de la région ont fait le périlleux voyage en Libye dans l'espoir de traverser la mer Méditerranée vers l'Europe. Les parents ne cautionnent pas la migration de leurs enfants. Les 3/4 des jeunes voyagent à l'insu de leurs parents. Personne n'accepte la migration de son fils, même s'il l'aide. Nous ne voulons pas qu'il soit parmi ces naufragés et porter ce fardeau. Le bateau qui a fait naufrage avait à son bord 40 ou 35 personnes de ce village. Tout le village est endeuillé. Le chalutier transportait 750 migrants, dont des femmes et des enfants. Seuls 104 migrants ont survécu à la tragédie. Les autorités grecques ont récupéré 78 corps le 14 juin. Face aux défis migratoires, l'Europe multiplie les gestes en faveur des pays en première ligne des traversées méditerranéennes. Lundi, le président Kais Saied a reçu le ministre français de l'Intérieur, venu à son tour octroyer une enveloppe devant servir à former les gardes frontières tunisiens et à organiser le retour des migrants vers leur pays d'origine. L'enveloppe financière immédiate de 100 millions d'euros pour lutter contre les migrations irrégulières, telle qu'annoncée par la Commission européenne, ouvrira des possibilités importantes et supplémentaires. S'y ajoute, je suis venu l'annoncer à la demande du président de la République française, l'aide bilatérale apportée également par nos pays
Et pour la France, c'est une aide de 25,8 millions d'euros. Lors de cette rencontre, le président tunisien Kais Saïed a prévenu que son pays ne surveillera pas d'autres frontières que les siennes. Nous sommes sensibles à l'idée que la Tunisie ne soit pas le garde-frontière de l'Union européenne, ce n'est pas sa vocation, mais en revanche nous devons travailler à éviter que dans les pays de départ, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent, vous le savez, du sud du Sahel ici, il puisse y avoir un minimum de départ. Et je crois que la France a des relations diplomatiques privilégiées avec ces pays qui contribuent, c'est ce qu'a demandé la Tunisie, à pouvoir prévenir ces flux irréguliers. Pour prévenir ces flux migratoires, l'Europe mise sur la fin des embarcations des réseaux de passeurs qui sont selon eux les responsables des traversées meurtrières. En visite en Afrique du Sud, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a évoqué le récent effort de paix entrepris par les chefs d'État africains qui se sont rendus en Ukraine et en Russie. Si les négociations à Kiev et à Saint-Pétersbourg n'ont toutefois pas abouti à des résultats immédiats, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié lundi d'historique la mission africaine chargée de négocier la paix en Ukraine. Tout effort de paix, de notre point de vue, est positif s'il vise à restaurer les principes de la Charte des Nations Unies. Ces principes qui ont été attaqués, mis à mal, mais je dois dire attaqués par la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine. Ces principes, vous le savez, c'est l'indépendance des États, la souveraineté, le droit à la légitime défense et l'intégrité territoriale. Ce sont également ces principes que le président Ramaphosa a cités, je crois, lorsqu'il a eu l'occasion de s'exprimer il y a 2 jours sur la mission qu'il a conduite avec un certain nombre d'autres chefs d'État africains. La mission africaine en Ukraine et en Russie a présenté une proposition en 10 points, dont la désescalade, la reconnaissance de la souveraineté des pays et l'exportation sans entrave de céréales par la mer Noire.